Aujourd'hui est un jour très particulier, nous fêtons les 100 abonnés à la chaîne, merci à toutes et à tous. C'était il y a 3-4 jours désormais qu'on a passé ce cap symbolique, ça fait extrêmement plaisir pour une jeune chaîne de tennis. Et on attaque tout de suite avec les questions, les Frequently Asked Questions. Et on attaque avec la première question de Romain Leloup, comme d'habitude tes digests sont de qualité, merci énormément Romain. J'imagine que j'aurai plein de questions à te poser, n'hésite pas en DM notamment, mais celle qui me vient à l'esprit c'est pourquoi tes digests, tu ne parles pas de circuit WTA, c'est une question qui a été énormément posée, pourtant on n'est que 100 abonnés, c'est très étrange d'avoir autant de questions à ce sujet, mais c'est une question qui est revenue très fréquemment et je vais vous répondre en détail du coup là-dessus. Alors il y a 3 raisons principales. La première c'est que le tennis féminin, je suivais énormément, on va dire à la fin des années 90, début des années 2000 avec les Justine Henin, les Clijsters, les Sir Williams, Steffi Graf aussi, j'ai grandi avec Steffi Graf, Monica Seles quand elle revient à la finale à Roland Garros en 99. Bref, il y avait énormément de moments forts, je pense que c'était un âge d'or du tennis féminin à ce moment-là. Et puis peu à peu, je dirais que je me suis désintéressé globalement de ce tennis parce que c'était un tennis un peu stéréotypé, c'était des filles qui venaient du bloc de l'Est, qui jouaient un peu de la même façon sur la baseline à envoyer des mythes à gauche et à droite. Donc c'est un tennis qui m'a un peu au fur et à mesure laissé de côté et je me suis plus intéressé du coup au circuit ATP avec énormément de vigueur, de candeur, notamment au début des années 2000, même en fait à la fin des années 90 déjà j'y étais, et oui j'ai un certain âge figurez-vous. Et donc même si je continue à suivre évidemment le circuit WTA, c'est un circuit qui m'intéresse, il y a des joueuses que j'apprécie particulièrement, Barty, Sier, etc. Je me sens pas légitime de pouvoir en parler parce que je regarde pas suffisamment de rencontres, je sélectionne mes rencontres et du coup voilà je me sentirais pas à l'aise de vous parler face caméra sur des matchs que au final j'ai regardé avec je sais pas 70-80% d'attention mais pas autant que le circuit ATP. À mon sens, pour couvrir le circuit ATP, il faut tout regarder, et c'est ce que je fais depuis de très longues années maintenant. Je suis ce circuit depuis le milieu des années 90, avec Pete Sampras à l'époque, Agassi, etc., Becker, j'ai grandi également là-dedans, et je me sens plus légitime de vous parler de circuit ATP que de circuit WTA, qui est pas forcément ma tasse de thé. L'autre raison principale, c'est une raison pratique, tout simplement, je manque de temps pour pouvoir tout couvrir, c'est déjà très difficile de couvrir uniquement le circuit ATP, sur les grands chelems, je passe environ 15 heures par jour à travailler mes digests, c'est quand on regarde toutes les parties du début à la fin de la journée, ensuite il faut sélectionner ce qu'on va dire, il faut enregistrer, il faut monter, il faut publier la vidéo, il faut échanger sur les réseaux, etc. Donc ça prend énormément de temps. Je ne comprends pas ceux qui arrivent à couvrir les 2 circuits d'une façon pertinente. Ceux qui arrivent à le faire, franchement, c'est exceptionnel. Personnellement, j'en suis incapable. Voilà. Deuxième question de Marwan qui me demande: est-ce que ta vie tourne autour de ta chaîne YouTube ou bien as-tu le temps de faire quelque chose à côté? Regarder, analyser et écrire et monter les vidéos, ça doit te prendre tellement de temps. C'est vrai, ça prend énormément de temps. Parler tennis, c'est un sacerdoce, c'est une implication qui est totale. Ça me prend, comme je vous l'ai dit, plus d'une dizaine d'heures par jour quand on est sur des grands chelems, quand on est sur les tournois que je couvre. Il faut réussir aussi à garder sa santé mentale intacte, pas avoir des problèmes de santé, à vouloir non plus bosser comme un malade pour au final en plus, je vous en parlerai plus tard dans cette fac, mais des gains qui sont pas forcément à la hauteur de l'investissement. Donc il faut réussir à bien séquencer, il faut aussi faire autre chose que le tennis. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de vous proposer des compétences un peu transversales. Si on faisait que parler de tennis, ça m'intéresserait pas. Il n'y a pas que ça qui existe pour moi dans la vie. J'ai d'autres intérêts, la lecture, le cinéma, les jeux vidéo, etc., les sorties. Et c'est aussi ma façon d'aborder le tennis, c'est-à-dire essayer d'apporter différents éléments, différentes pierres. Les échecs aussi, c'est quelque chose que j'adore dans ce traitement tennistique. Troisième question d'Aurélien Mandon. Salut SV, 2 questions qui n'ont rien à voir entre elles. Quel est ton tournoi préféré? Alors c'est le Queens, mon tournoi préféré. Et que penses-tu du partenariat entre Netflix et l'ATP? Bonne chance pour la suite, merci. Je suis ravi que le Netflix s'intéresse au tennis. Alors là, avec l'Australian Open, ça va être une dinguerie, entre ce qui s'est passé avec Medvedev, le feuilleton également de Djokovic en amont du tournoi. Il y a énormément de stories à raconter. Donc c'est super pour Netflix de commencer avec ce tournoi qui a été assez épique. Là, on arrive sur la finale demain. Mais voilà, moi je suis content que Netflix s'intéresse à ce sport et on espère que le résultat sera à la hauteur. 4e question de Nello que je salue. Que penses-tu de la distinction entre joueurs impeccables dans leur comportement sur le court et qui ne se permettent rien, comme Nadal, Thiem, et des joueurs plus trash, plus sales, McEnroe, Daniil hier soir? Penses-tu que cette diversité est bénéfique au tennis, qu'elle lui est néfaste? Et une préférence de ton côté? Will you answer my question? Je pense que c'est une richesse pour le tennis d'avoir des profils différents, des joueurs qui sont plus propres, des joueurs qui sont peut-être un peu plus sales. Alors après, tout est question de quelle est ta perception de ce qui est sale, ce qui ne l'est pas. Il y a des joueurs qui pètent des câbles spontanément, d'autres qui sont un peu plus dans le calcul. Donc ça dépend, je pense, de ton approche, de ta philosophie et de ce que tu apprécies dans le sport, si tu penses que les sportifs doivent être irréprochables ou non. Maintenant, je sais que certains d'entre vous n'ont pas forcément apprécié ma prise de position en disant que
les joueurs n'ont pas à être des modèles pour la jeunesse, des exemples pour la jeunesse, et je maintiens cette position. Par exemple, quand on regarde des McEnroe dans les années 70-80, ils ont inspiré énormément de joueurs, Borg aussi a inspiré énormément de joueurs. Il n'y a pas en fait de méthode pour jouer au tennis d'une manière correcte. Par contre, il y a certains joueurs qui doivent dépasser la limite pour atteindre une certaine performance. Daniil Medvedev, McEnroe, Connors, Nastase, etc. Ça fait partie de l'histoire du tennis, cette diversité des profils, et c'est pas aux joueurs vraiment d'éduquer les enfants ou vos enfants, c'est aux parents, c'est au système éducatif. Les joueurs, ils sont là, ce sont des professionnels. Certains d'ailleurs sont pas loin d'être des mercenaires, et ils sont là pour jouer au tennis, proposer un spectacle, parce qu'il y a un règlement qui dit que si vous balancez un match, vous êtes pénalisé, mais c'est à peu près tout. Ils sont là pour divertir, ils sont pas là pour proposer, je sais pas, une inspiration, une éducation pour vos enfants. Après aussi, les enfants, ils peuvent être inspirés par des traits qui sont pas forcément positifs. Quand je voyais par exemple les pétages de plomb de Marat Safin quand j'étais plus jeune, moi ça me faisait délirer, et j'avais envie après d'aller sur le court, pas pour péter ma raquette, mais pour jouer un peu à sa manière, c'est-à-dire voilà, avoir une certaine coolitude, envoyer des coups avec un relâchement. C'est un joueur qui m'inspirait, Marat Safin, alors que franchement son langage corporel, ce qui émanait de lui sur un court de tennis, c'était pas toujours génial. Donc je pense que faut pas non plus avoir un langage idéalisé et cette langue de bois de dire oui, il faut que ce soit des inspirations pour la jeunesse. Non, moi je pense que c'est une fable ça. Autre question de Fall Du que je salue, tu comptes refaire des vidéos sur les joueurs de la Next Gen prometteurs, sinon est-ce que tu comptes développer d'autres formats de vidéos où tu penses te concentrer sur les digests? Les digests, c'est au cœur de l'évolution de la chaîne. Quand on publie des digests sur Service Volé, je dis on mais il y a que moi en fait, c'est là que la chaîne vraiment progresse, qu'elle peut attirer des nouvelles personnes, et que voilà, pour le système économique, pour l'ambition que j'ai de vivre de ce projet, c'est obligatoirement, ça passe par les digests. Par contre, en février, je vous réserve une petite surprise avec un nouveau format, et puis on va essayer également de continuer Balle perdue, qui a été lancé cette semaine, et c'est une direction que j'ai envie de poursuivre. Olivier Pénin, avec une question longue comme le bras. Alors, qui es-tu? On ne connaît même pas ton prénom. Es-tu prof de tennis? D'où viennent tes connaissances encyclopédiques sur le tennis? Comment prépares-tu tes vidéos? Enfin bref, il y a beaucoup de questions. Alors, au niveau des questions privées, j'ai toujours été clair là-dessus. J'allais pas m'afficher sur internet en termes de quel est mon prénom, où est-ce que j'habite, etc. Je trouve que l'anonymat, c'est une énorme richesse, surtout à notre époque, là, au début des années 2020. Si vous regardez cette vidéo dans 10 ans, je sais pas, peut-être que ça va être différent, mais moi, ça me paraît vraiment important de garder cet anonymat, et ça me tient vraiment à cœur. Je m'expose parce que c'est nécessaire dans le cadre du projet, mais voilà, moi je fais pas ça pour être connu, célèbre ou quoi que ce soit. D'où me viennent mes connaissances encyclopédiques sur le tennis? Alors je sais pas, je pense qu'il y a des personnes qui connaissent mieux le tennis que moi. J'essaye d'observer, de regarder les archives, de m'intéresser à ce sport, pas forcément sur ce que je vois sur le court, mais aussi les petites histoires à droite à gauche, de lire ce qui se dit sur internet, sur l'internet anglophone, surtout au niveau français. Je trouve qu'on n'est pas forcément super bien servi, même s'il y a des très très bons écrits, par exemple de Laurent Verne, que j'admire personnellement. C'est un journaliste, je trouve, extrêmement bon, pertinent sur le tennis. Mais à côté de ça, on a souvent de la langue de bois, on a des consultants qui servent la soupe, qui sont d'anciens joueurs et qui sont encore très ancrés dans le microcosme tennistique français, la grande famille du tennis français, donc ils ont la langue liée. Pour la préparation des vidéos, eh bien, je pratique le Kama Sutra, et nouvelle question d'Amina Rouabia qui me demande comment expliquer les stats médiocres de Zverev contre les top 10 en Grand Chelem et sa sortie inattendue dans cette Open d'Australie. Est-ce l'aspect mental, car son niveau de jeu tennistiquement parlant est censé pouvoir lui permettre de vaincre les plus forts? La réponse est dans la question, c'est-à-dire que Zverev, il y a encore sur ce format en best of 5 des lacunes mentales. Le 3-7 gagnant, c'est un voyage mental, c'est-à-dire que sur 3-7, c'est très très difficile de maintenir un niveau de jeu égal. Alors ça peut arriver, mais c'est encore plus difficile de le faire sur 2 semaines et sur 7 matchs. La plupart du temps, vous avez un jour sans, vous avez un match ou deux dans lesquels vous vous sentez pas forcément super à l'aise, vous êtes levé du mauvais pied, l'énergie n'est pas là, n'est pas présente. Et Zverev, je trouve que on voit vraiment encore sur ce format les failles qu'il peut avoir au niveau mental, les doutes qu'il peut y avoir également sur sa deuxième balle, et tout son jeu, tout va s'effondrer comme un château de cartes à partir du moment où sa deuxième balle commence à lui échapper. Donc c'est un joueur au format de 7 gagnants qui est exceptionnel, qui a remporté les meilleurs titres d'ores et déjà. Par contre, c'est encore, je trouve, un blocage pour lui sur ce format, et c'est essentiellement dû à son mental en carton-pâte. J'exagère. Nouvelle question de Series & Co. Je suis esbody par ta question. Tu n'as jamais été contacté par les diffuseurs des tournois pour commenter les matchs. Je trouve que tu es bien souvent supérieur aux commentateurs qui doivent réagir à chaud, etc. Alors non, j'ai jamais été contacté par les équipes d'Eurosport ou par France Télévisions, etc. Les diffuseurs habituels des matchs de tennis. Est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresserait? Peut-être dans l'absolu. J'ai pas envie de fermer de porte non plus par rapport à l'évolution de la chaîne. Alors pourquoi j'ai pas été contacté? Peut-être parce que la chaîne est trop petite. Elle est pas connue par les personnes qui travaillent dans le tennis. Ça, j'ai un petit peu de doute quand même là-dessus. Mais bon, bref, globalement,
Si des propositions intéressantes venaient à débarquer sur mon petit bureau en Nubuck, eh bien je serais éventuellement intéressé, faudrait voir. Toi nous qui me demande pourquoi Richard Gasquet est-il aussi peu mentionné dans la discussion du GOAT par les médias tennis? Complot, évidemment. Nouvelle question de Big Chapeau 58 qui me demande est-ce que service volé est ton activité principale et sinon quelle est-elle? Une autre pour la route, as-tu déjà pensé à faire une couverture plus globale sur les 250 etc. Alors la deuxième partie de la question, pas vraiment pour l'instant parce que c'est difficile de couvrir pendant toute l'année, jour après jour au quotidien, surtout faire des vidéos en fait. C'est pas le problème de regarder du tennis, c'est de se commit à faire des vidéos quotidiennement. Ça c'est vraiment lourd en fait au quotidien à faire parce que en étant tout seul à développer cette chaîne, il n'y a pas d'échappatoire en fait, j'ai personne pour m'aider et quand il y a des maladies, quand il y a des choses etc, t'es pas bien luné ou t'as pas envie de parler face caméra, parfois il y a des moments qui sont pas évidents, c'est les coulisses je pense de à peu près toutes les chaînes YouTube. Est-ce que c'est mon activité principale? J'adorerais que ce soit mon activité principale, j'ai envie de faire le switch le plus rapidement possible, malheureusement j'ai encore une petite activité qui me sert en fait à remplir les finances parce que la chaîne elle est pas rentable à l'heure actuelle, elle est déficitaire depuis de longtemps maintenant en fait, depuis ses débuts. J'ai jamais touché d'argent des sponsors, des sites de paris etc, il n'y a jamais eu de filiation comme ça, donc c'est essentiellement les gains des publicités YouTube qui sont pas forcément oufissimes, un petit peu Twitch également, et puis le Utip. Donc si vous voulez aider la chaîne, si vous voulez qu'elle prospère, qu'elle survive en fait tout simplement, n'hésitez pas à donner dans la mesure de ce que vous pouvez sur Utip, si vous aimez bien sûr ce que je propose, si vous aimez pas, logiquement vous n'allez pas donner d'argent, donc si vous kiffez en tout cas, c'est un soutien qui est essentiel. Malheureusement il y a beaucoup d'offres sur internet qui passent par ça, qui passent par un peu un côté premium. Moi j'ai envie que le contenu reste gratuit pour tout le monde, malheureusement il y a une réalité économique et pour l'instant c'est pas un projet qui rapporte énormément de cacahuètes. Autour désormais de Tom Servi, à ton avis Tsitsipas doit-il changer de staff? Une super question, le combo Apostolos-Mouratoglou ça fait pas rêver, j'ai l'impression que ça gâche un peu le potentiel. Si oui, qui verrais-tu pour l'entraîner? Alors ce qu'il faut savoir, ça c'est super important, je pense qu'il y a certaines personnes qui ignorent ça dans les suiveurs du tennis, c'est que le couple Apostolos Stefanos, c'est essentiel, c'est Apostolos, le coach véritable de Stefanos, c'est un projet familial, le projet Tsitsipas, depuis le début, et Mouratoglou, en fait, là, il fait pas forcément grand chose, il prête son nom, il offre des facilités, mais lui, c'est un businessman avant tout, c'est pas un coach de tennis, malgré ce qu'il essaie de faire passer sur Instagram. Donc, pour revenir sur ta question, ce serait bien, je trouve aussi, que Apostolos, déjà, se détache peut-être un tout petit peu de ses prises de parole tout le temps pendant les matchs. Je pense que ça fait beaucoup de mal à Stefanos, à son image, c'est un peu comme Serdian Djokovic d'ailleurs, le pire avocat pour Novak Djokovic, c'est son père. Là pour Tsitsipas c'est pareil, c'est Apostolos, il a un comportement qui coûte des points à Stefanos, qui le sort parfois de ses matchs, et parfois c'est un petit peu la limite je trouve de ce couple familial. Et pour un éventuel super coach, ce serait pas mal avec Pete Sampras, qu'est-ce que vous pensez? Nouvelle question de Pursuit of Musicness, penses-tu évoluer vers des vidéos avec un cadre différent à l'extérieur etc? C'est aussi une question qui est revenue parfois, alors il faut du matos pour le faire, là moi j'ai vraiment un setting pour faire des vidéos à l'intérieur. Aussi, quand on couvre du tennis, il faut être devant son écran, et plusieurs écrans d'ailleurs pour regarder tous les matchs. Donc après, pour tourner au niveau pratique, c'est plus simple pour moi de le faire à l'intérieur. Je n'exclus pas le fait, la bise d'un mec qui est pro de Joko, j'adore, je n'exclus pas le fait d'évoluer d'ici quelques temps, mais pour l'instant, c'est comme ça. Voilà. Nouvelle question de Green Landry. En cas de sacre de Nadal dimanche, et si Djokovic se décide à ne pas se faire vacciner, crois-tu que Nadal soit capable à son tour de se lancer dans la quête du grand chelem calendaire? Oula, vaste question ça. Donc déjà dans un premier temps, si ça se trouve Nadal va perdre d'ici quelques heures, donc la vidéo sera complètement caduque. Je pense que ça va être quand même un peu difficile pour Rafa. On a l'épée de Damoclès au niveau du physique, on sait pas ce qu'il en est sur la suite de la saison. Déjà on a eu des signaux avant le tournoi avec Rafa qui parlait éventuellement de retraite, avec Carlos Moya, parfois ça s'entraînait 20 minutes, 30 minutes, il n'y avait pas forcément de conscience sur le fait que est-ce qu'il est capable de jouer des best of 5 et de les enchaîner 7 matchs d'affilée. Donc là il y a un aspect rassurant avec l'Open d'Australie. Est-ce que ça va tenir sur l'ensemble d'une saison? Il y a trop de questions en fait pour pouvoir répondre à ça, donc pour l'instant je te dirais non. Sliderman, pourquoi ne pas ajouter un volet pronostic, analyse de match avant les matchs? Ce serait intéressant de voir si le jour d'après le match s'est déroulé comme prévu ou pas, notamment avec la fameuse palette tactique. Alors il y a un grand problème pour moi dans ma vie, c'est que je suis une énorme merde au niveau des pronostics, je suis nul, voilà, je suis terrible, j'y arrive pas. T'as beau avoir en fait les bonnes analyses pré-match, il y a toujours, je sais pas, une couille dans le potage, je n'y arrive pas. Donc pour ma santé mentale, je préfère éviter les humiliations publiques
publique quotidienne, si tu m'en veux pas trop, Sliderman. Baptiste Leroux, plusieurs questions. On va revenir celle sur Félix Auger-Aliassime. Hein. Est-ce que tu penses que F2A peut gagner Wimbledon cette année? C'est un joueur qui a déjà prouvé qu'il était excellent sur cette surface, hein, sur gazon. Faut aussi revenir sur ce que j'ai dit à un certain moment, l'année dernière, l'année d'avant, où j'étais un peu sceptique par rapport à son plateau de progression. Il a super progressé. Moi, c'est vraiment un joueur qui me séduit là depuis plusieurs mois maintenant. Pas physiquement, au niveau tennistique, bien sûr. Et aussi physiquement, en fait, il est magnifique. Non, évidemment, plus sérieusement, c'est un joueur qui est super intéressant à suivre. Il est encore très très jeune. Il y a un palier de progression qui semble encore assez élevé. Alors pour Wimbledon, il y a toujours Novak hein, qui est là en soum-soum, mais il est, je pense, le meilleur joueur sur gazon depuis un certain moment maintenant, sur ce type de gazon en tout cas. Donc F2A, on a vu encore hein, contre Medvedev, il manque à la marge sur certains points importants, la prise de décision, l'exécution, etc. Il n'est pas encore au top niveau, surtout sur un best of 5. Par contre, clairement, il est dans la discussion pour les outsiders sur les prochains grands événements. Nouvelle question d'expert Wakunde qui me demande: salut, bravo pour ton travail, ne serait-il pas intéressant de recruter une personne sur la chaîne bénévole afin d'élargir ton contenu en proposant par exemple des débats, etc. J'ai un peu du mal avec l'idée de bénévolat en fait, c'est-à-dire que je trouve personnellement que tout travail mérite salaire. J'ai pas envie de recruter des gens pour faire des vidéos fillers, occuper l'espace. Et puis il y a aussi une difficulté, c'est-à-dire que quand vous avez jamais parlé face caméra, vous pouvez avoir toute la passion du monde, c'est quand même un exercice qui est très particulier de s'exprimer naturellement devant une caméra, donc il faut une certaine expérience. Et vous voyez hein, sur le tennis français, sur YouTube, sur Twitch, etc., il y a très peu de personnes qui le font, en fait, c'est sur les doigts d'une main qu'ils le font bien. Mais peut-être, qui sait, la perle rare se cache éventuellement parmi les viewers de cette vidéo, parmi les commentaires également, peut-être, pourquoi pas. Avant-dernière question de SD, est-ce que tu referas des lives sur Twitch, surtout pour les gros matchs, comme la finale dimanche? Ta chaîne est super continue comme ça, merci beaucoup SD. Alors il n'y a pas de live Twitch qui sont prévus dans l'immédiat, j'ai décidé de faire une petite pause à ce niveau là, elle n'est pas abandonnée, attention la chaîne Twitch, on y reviendra certainement au printemps, mais là pour l'instant j'ai besoin de resserrer un peu mes activités sur YouTube par rapport à ce que je fais à côté, par rapport aussi à mon implication, parce que pour être tout à fait transparent avec vous, la fin de saison dernière j'ai eu des petits problèmes de santé, donc je pense que j'ai un petit peu trop donné à cette chaîne, donc là on tamise un peu, je me focus vraiment sur l'essentiel et je reviendrai d'ici quelques temps sur Twitch, c'est garanti. Dernière question de Clément Dury qui me demande: quel est ton prono pour dimanche? Sinon j'adore ta chaîne, continue à nous faire du lourd, on va essayer. Alors mon pronostic pour dimanche en 3 phases. La première, ça va être la capacité de Nadal à absorber le service de Medvedev, à le relancer. On a vu Rafa lors de ses matchs varier sa position en retour de service, parfois à 4 mètres, parfois à 5, parfois à 2, parfois collé à sa ligne. Alors est-ce qu'il va réussir à bien anticiper le service de Daniil Medvedev, qui est clairement son arme principale, à le retourner en masse? Ça c'est la première question. On a vu aussi en finale de l'US Open 2019 les deux joueurs qui ont un style de jeu un peu jumeau sur les retours de service très éloignés, donc on verra sur les espèces de brouillage de piste de Rafael Nadal. La deuxième clé pour moi, c'est le +1 de Rafa, c'est-à-dire qu'après son service, il faut impérativement qu'il touche son coup droit. S'il joue trop de revers, un peu comme ce qui s'était passé contre Novak Djokovic en demi-finale de Roland Garros, ça va être beaucoup plus difficile pour lui pour installer son jeu et envoyer des pralines, des saucisses, des merguez. Donc ça c'est la deuxième clé. Et la troisième clé, c'est le physique. On a cette grande question. On a vu sur l'ensemble du tournoi, les 6 premiers matchs de Rafa, il arrive à très bien jouer sur 2 sets et ensuite c'est plus difficile pour lui. Donc il a en gros, je dirais, 1h30 de tennis impeccable. Ensuite, la question c'est si le match dure, c'est beaucoup plus à l'avantage de Daniil. Donc si Daniil arrive à rendre le match physique, à faire pousser Nadal dans ses derniers retranchements, je dirais avantage Daniil. Donc pour moi, l'équilibre global c'est du 55-45 pour Daniil Medvedev, ne jamais enterrer Rafa, mais il me semble que Daniil est favori. Donc victoire de Daniil en 4 manches demain. J'espère que cette petite vidéo fac vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la pousser, la partager, commenter et vous abonner également. C'est un soutien qui est vraiment essentiel à ce stade de la chaîne. Je voudrais également filer un petit coup de main avant de terminer cette vidéo à cette petite équipe, tous les deux, j'allais dire de cette équipe de bras cassés, le mec qui se lâche. C'est quiztennis.fr. C'est des petits artisans qui ont décidé de lancer un quiz tennis et vous savez que j'adore les quiz tennis. On en a beaucoup fait sur Twitch l'année dernière. Donc ils lancent leur projet. Ils sont sur un objectif de 500 préventes. Ils sont à 219. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur leur site. Ils ont aussi, voilà, on a un peu discuté sur Instagram, ils m'ont proposé un code promo service volet 30 tout attaché pour précommander ce jeu et essayer de les aider. Voilà, c'est des petits jeunes qui se lancent, donc n'hésitez pas si ça vous fait kiffer. Il y a aussi 1 euro qui sera reversé à l'association, si je ne dis pas de bêtises, Faites le mur, qui est l'association de Yannick Noah. Si ça vous intéresse, allez-y, il n'y a pas de rétro-commission, moi je touche rien, c'est totalement désintéressé, je préfère le préciser, c'est pour eux, c'est pour essayer de leur donner un peu de visibilité, profitez qu'il y a des personnes, il y a 100 abonnés sur la chaîne désormais. On se retrouve demain pour le dernier digest de l'Open Australie 2022, le débrief de la finale, avec grand plaisir de vous retrouver, je vous embrasse et à très vite mes chers GOAT.